Salut la team! Comment ça va? Est-ce que vous n'êtes pas hyper heureux de me réentendre avec un son à peu près correct? J'ai remis l'ancien micro, voilà, j'ai fait le montage, j'ai quasi fini en vrai, le montage des vidéos sur le Wokedex, et je réalisais à quel point c'était de la merde ce que vous avez eu la dernière fois, je suis vraiment désolé. J'en parle tout le temps, mais j'ai jamais fait un contenu à proprement parler qui se focus à fond là-dessus. Je me dis peut-être que ce serait intéressant de revenir sur la crise économique que traverse le monde du jeu vidéo. Parce que c'est vrai que j'en parle un peu moins en ce moment, mais pour les gens qui le savent pas, je suis développeuse indépendante de jeux vidéo. Et d'ailleurs, bon, là, je n'arrive pas du tout à travailler dessus en ce moment. Mais normalement, il y a un jeu qu'on devrait sortir bientôt avec la team. Ça sera disponible gratuitement sur itch.io avec possibilité de nous faire des dons là-bas aussi. Et du coup, moi, j'ai vraiment commencé ma carrière de développeuse au pire moment possible. C'est-à-dire que j'ai commencé ma carrière pendant le Covid, donc pendant le moment où c'était le plus dur de réseauter. Et après le Covid, il y a directement eu la crise économique absolue. Donc plus de taf, et encore moins pour des gens qui n'ont pas d'expérience. Mais bon, après voilà, moi du coup, je suis une actrice du secteur seulement depuis 3 ans. Donc je reste pas non plus la meuf la plus basée au monde. Les jeux vidéo, c'est quand même vachement bien. Ça paraît bête dit comme ça, mais il y a quelques années, ce n'était pas si évident de s'assumer Un des meilleurs épisodes de South Park, de l'histoire de South Park, vraiment, il est tellement bien. gamer. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Depuis, les mentalités ont changé. Les joueurs et joueuses sont partout et les jeux sont devenus toujours plus beaux, toujours plus grands, toujours plus envoûtants. Et ça, l'industrie l'a bien compris. Regardez, là on est en décembre 2023 au Game Awards. C'est l'équivalent des Oscars mais pour le jeu vidéo. Sur scène, l'homme tout sourire, c'est Jeff Keighley, créateur de l'événement, ancien journaliste et marketeur le plus connu de l'industrie. Là on le voit super content en 2023, super content en 2022, super content en 2021, 2020, 2019, 2018. et là en 2012 avec des paquets de Doritos, mais ça c'est une autre histoire. Revenons à 2023, parce qu'il a bien raison d'être super content Jeff Keighley. L'année a été absolument exceptionnelle pour le jeu vidéo, avec des titres comme Alan Wake 2, Zelda Tears of the Kingdom, Spider-Man 2, Hogwarts Legacy, ou encore Baldur's Gate 3. Pourquoi il y avait le Quizat Aderac qui a remercié les gens de Baldur's Gate? Le jeu vidéo dans le monde en 2023, c'est 184 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Un chiffre qui dépasse de très très loin les 34 milliards du cinéma ou encore les 28 milliards de la musique. Attendez les gens, vous voyez ce graphe? Attendez, je vous le mets en plus gros pour que vous voyez bien comment c'est débile. Ça c'est le comparatif de le poids du marché du jeu vidéo par rapport au cinéma et à la musique, genre. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Enfin, quand je vois ça, et quand je vois mon tiers de précarité, et le tiers de précarité de tellement de devs, je suis en mode mais comment c'est possible? C'est bien qu'il doit aller quelque part cet argent quand même. Bref. Bon, vous l'avez compris, le jeu vidéo c'est une véritable machine à cash. Alors c'est bien normal que tous ces gens soient heureux. Sauf que... En 2023, l'industrie a subi l'une des plus grosses vagues de licenciements de son histoire. Plus de 10 000 personnes ont perdu Ça avait déjà commencé en 2022, hein. leur emploi. En 2022, ils étaient déjà 8 000. Ah bah. Et en 2024, à l'heure où l'on écrit ces lignes, on compte presque 13 000 licenciements depuis janvier. Cela... Voilà, moi c'est vraiment l'époque où j'ai commencé à vouloir essayer de me faire embaucher, alors que j'avais aucune expérience, que je n'ai pas fait une école de jeux vidéo, et que j'ai appris à faire des jeux vidéo toute seule sur internet en faisant des cours sur Udemy avec Lou. Du coup je suis sur Twitch, hein. Salut tout le monde, je suis pauvre et précaire. Vous vous souvenez du génial Spider-Man 2, le jeu qui s'est écoulé à 10 millions d'exemplaires en quelques mois? Eh bien, ça n'a pas empêché la maison mère Sony de virer des gens de Insomniac, le studio qui a développé le jeu. Riot Games, l'éditeur du très populaire... Parce qu'en plus de ça, ils virent des équipes de jeux à succès. Genre, au Game Award, il y a eu des gens qui ont été récompensés. Genre, il y a des jeux qui ont été récompensés. Et l'équipe n'a pas pu venir récupérer son prix parce qu'elle avait été licenciée. League of Legends, 530 personnes licenciées. Mais paye ton industrie dégénérée quand même. Hein. Enfin, genre ça pour le coup, je suis désolé, mais genre tu peux vanter autant que tu veux les mérites du capitalisme, du libéralisme, non, je suis désolé. Genre quand t'arrives dans un système tellement dégénéré que les gens littéralement qui ont fabriqué un des plus gros succès de l'année, à la fois commercial et critique, se font licencier la même année que le jeu sort,
qui se font licencier à une telle vitesse que le temps qu'ils soient récompensés, ils aient déjà été licenciés. Mais imaginez ça dans le cinéma, les gens. Alors que, et je vous remontre le graphique de l'argent, de à quel point il y a des tunasses dans le jeu vidéo, de à quel point il y a de l'argent dans ce milieu-là. Moi, je vous jure, les gens, ça me rend folle. 11% de la masse salariale. Epic Games, le géant qui possède Fortnite, le jeu en ligne le plus joué au monde, 830 emplois supprimés, 16% des effectifs. Et à cette trop longue liste, on peut ajouter globalement tout le monde. Des éditeurs géants, des structures européennes, américaines, des constructeurs et tout un tas de studios plus modestes. Mais alors comment ? Comment une industrie aussi lucrative... D'ailleurs, moi je crois qu'en faisant ça, je me mets quand même un peu tous ces gens-là contre moi. Je me mets quand même un peu dans la merde, je crois, par rapport à ma carrière dans le jeu vidéo. Et en même temps, je sais pas, parce que dans le monde du jeu vidéo... Oula, parce que dans le monde du jeu vidéo indépendant, je crois qu'on s'en fout un peu, hein, que je donne mon avis sur internet sur ce genre de truc. Un truc que j'ai compris. À la base, quand je suis arrivé sur Twitch, j'avais un petit peu ce projet de me dire, en tant que moi, je suis une développeuse indépendante. Un truc que je pourrais faire, c'est faire des playtests, de bêta-tests de jeux que les autres studios indépendants sont en train de travailler en France. Comme ça, à la fois, je communique sur leur projet, et en plus de ça, eux, ils ont une personne qui est en train de faire un playtest où ils peuvent voir en direct les problèmes que je rencontre et ce genre de trucs. Et ils ont un chat qui potentiellement aussi commande ce truc-là en parallèle. Donc c'est super riche d'un point de vue... quand t'es un développeur, ce genre de truc, tu serais vraiment content de l'avoir. Comme ça, en plus, moi, ça me fait faire du réseautage aussi. Et bref, je me suis dit, vas-y, c'est une bonne idée. Et genre, du coup, j'ai playtesté 1 ou 2 jeux au tout début de ma carrière Twitch. Et les devs ont trop mal réagi. Ils ont trop pas écouté les critiques que j'avais fait sur leur jeu. Ils étaient trop pas contents. Ils étaient trop en mode genre, mais non, c'est n'importe quoi. Il est très bien le game feel. Ouais, je suis en mode... Ok. Il est très bien. Du coup, je vais pas faire ça. Genre, ça m'a vraiment refroidi. Après, si vous connaissez des devs indépendants qui veulent que je teste leur jeu en live, n'hésitez pas à envoyer les projets. Alors, moi, ça me dérange pas du tout de le faire, mais je le ferai plus spontanément, je pense. Parce que moi, en soi, j'aimerais bien faire ça. La flemme de me prendre la tête avec la moitié des devs indépendants parce qu'ils ont un ego trop fragile pour que je dise du mal de leur jeu, alors que c'est le principe même d'un playtest. C'est mort, en fait. J'ai trop la flemme. On a demandé à des employés, Oui, bonjour. des petits patrons, des plus gros patrons, des experts et bien sûr des ex-employés, est-ce que l'industrie du jeu vidéo ne serait pas arrivée à un game over ? Je rappelle, ils sont de droite, les ingénieurs sont probablement de droite. Oui, ça dépend. En vrai, une des raisons pour lesquelles moi je me suis dit que c'était pas si mal que ça d'aller dans le jeu vidéo, au tout début où je suis arrivé dans le jeu vidéo, c'est parce que lorsque je suis arrivé dans la structure qui m'a permis de rencontrer plein de gens qui travaillent dans le monde du jeu vidéo, des patrons, comme des employés, comme des game designers, comme des playtesters. Enfin, j'ai pu vraiment rencontrer plein de gens qui travaillent là-dedans. Et je me suis rendu compte, il y a déjà, dans ce truc-là, il y avait déjà des trans. En fait, moi, je me suis senti quand même assez à l'aise dans ce milieu-là. Et en fait, dans le monde du jeu vidéo indépendant, c'est quand même très cuir. C'est quand même aux grandes dames de plein de gros droitards. Il y a plein de gens très LGBT coded qui font d'excellents jeux indépendants. Et le monde du jeu vidéo indépendant est quand même rempli de personnes queer, woke, tout ce que vous voulez, progressistes, quoi, concrètement. Donc en fait, ça dépend des studios. Hein. Nous sommes en confinement quasi total, les rues sont désertes ou presque, les déplacements limités et très encadrés. Et pendant le confinement, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bah, on jouait aux jeux vidéo. Le jeu vidéo devient la meilleure manière d'utiliser tout ce temps libre. Si ce n'est pas vous-même, vous connaissez forcément quelqu'un qui a craqué toutes ses clochettes dans une Switch pour ensuite rembourser son prêt à Tom Nook dans Animal Crossing. Ta gueule. Vous avez claqué toutes vos clochettes dans une Nintendo Switch et après il a fallu rembourser le prix à... Non, Nintendo va s'arracher à 13,4 millions d'unités dans le monde en seulement 6 semaines. Un carton. Certains allument une Switch pour la première fois, les petits joueurs du dimanche deviennent de vrais geeks et les gros joueurs sont au paradis globalement. On a vu un temps hebdomadaire de jeux vidéo, nous on le suit au sel, bah oui, qui est passé à 9h50 par semaine pour donner des chiffres. Avant, c'est vrai qu'on mange quand même du poulet, mais exceptionnel, hein, dans le monde du jeu vidéo. Enfin, qu'on se le dise, hein. Mais genre la qualité des jeux, waouh. Genre typiquement des trucs comme Hades, qu'est-ce qu'on mange bien, putain. On se régale, hein. On se régale tellement que parfois quand on a un énorme poulet sous le nez, on est un peu déçu parce qu'il est moins bien que celui d'avant, quoi. Alors que putain, qu'est-ce qu'on mange bien par rapport à l'époque. Qu'est-ce qu'on mange bien. Ah, miam 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 miam.
Le CEL, c'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, celui qui regroupe tous les géants de l'industrie en France. Et en effet, ils seront là pour nous donner des chiffres. D'ailleurs, Moi, je suis un peu salé sur le sel. selon une étude américaine, durant le confinement, le temps passé devant les jeux vidéo a augmenté de 39% dans le monde. Avec l'apparition de nouveaux joueurs et joueuses de part et d'autre du globe, l'industrie a profité d'un boom financier énorme, à tel point que le chiffre d'affaires global dans le jeu vidéo a explosé de 26% entre 2019 et 2021. Nintendo a par exemple signé les meilleurs résultats de toute son histoire en 2020, avec un bénéfice net de 3,7 milliards d'euros. Les chiffres de l'industrie et de consommation faisaient rêver les investisseurs, et donc on a eu énormément d'investisseurs généralistes qui ne connaissaient pas forcément l'industrie du gaming, qui se sont emparés de ce sujet-là et qui ont investi dans des studios. Le SNJV, Syndicat national du jeu vidéo, c'est l'organisme qui regroupe tous les studios français qui développent des jeux vidéo. Et en parlant d'eux, on est aussi allé voir un petit patron de studio. Tous les indicateurs d'absolument toutes les autres industries du monde sont en baisse. Le seul qui pointe vers le haut, c'est le jeu vidéo. Et là, du coup, toutes les personnes qui ont de l'argent se disent on va le mettre là. On estime qu'environ 115 milliards de dollars ont été injectés dans le business du jeu vidéo entre 2020 et 2022. D'un côté, de nouveaux investisseurs injectent de grandes quantités d'argent dans les studios. Et de l'autre, les géants du jeu vidéo commencent une course au rachat et autres fusions d'entreprises, dont certaines ont fait grand bruit. C'est le cas de l'acquisition du groupe ZeniMax par Microsoft en septembre 2020 pour 7,5 milliards de dollars. Un deal qui comprenait entre autres le studio Bethesda avec les licences The Elder Scrolls et Fallout, ou encore id Software, le studio derrière la mythique franchise Doom. Le rachat Stop, petit point lexique. Le petit lexique du jeu vidéo. Le développeur, c'est le studio qui crée le jeu. L'éditeur, c'est celui qui va distribuer, vendre le jeu vidéo dans le commerce et assurer son marketing. Des fois, les studios ont des contrats avec des éditeurs, d'autres fois, les studios appartiennent directement à l'éditeur. Donc, Microsoft, c'est un gros éditeur qui a racheté un autre énorme éditeur qui avait lui-même des studios de développement et des licences. Forcément, au moment des rachats, on entend toutes sortes de mots-clés, vraiment le jargon classique du PDG qui va parler de synergie, de force qui vont enfin s'allier, du fait d'avoir racheté un petit bijou dont il veut préserver la force et ils ont viré toutes les équipes. il veut pas voir la richesse s'étioler au fil des années. Et tu sais très bien que, je veux dire, c'est Parce qu'en fait, ce que genre, je sais pas s'il va en parler plus tard, mais avec tous ces licenciements massifs, il y a pas mal de seniors aussi qui ont été virés. Et c'est des gens qui travaillent depuis très longtemps, qui ont vraiment un savoir-faire dont on a besoin pour continuer à sortir des jeux d'aussi bonne qualité. Comme dans tous les domaines de développement en fait, ils sont super importants. Et là aujourd'hui avec tous ces licenciements, il y en a plein qui se sont dit entre eux, genre partir dans une nouvelle aventure dans une autre boîte de jeux vidéo où ils savent pas combien de temps ça va tenir, parce qu'à la base ils étaient déjà dans un gros studio parce que c'était stable. Ils pourraient très bien aller se faire kiffer dans des studios indépendants, c'est des seniors, ils sont un peu surpuissants, mais non, ils ont essayé de bosser là-dedans parce que justement il y a un côté stable. Et aussi parce qu'ils aiment bien sortir des AAA, parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment bien travailler sur des AAA aussi. Parce qu'à la fin, sortir un produit aussi beau qu'un AAA, il y a un côté très fier de toi quand même, genre. Comment dire? Et en fait, tous ces gens-là qui, en fait, ils vont partir. Ils vont arrêter de travailler dans le jeu vidéo. Donc on a une perte énorme chez les gens qui ont le plus de savoir-faire, qui en fait vont se repartir dans d'autres industries. Il y a une grande chance que les jeux perdent en qualité. Et moi, justement, ma prédiction, et c'est là où genre j'ai un peu le seum d'arriver un peu maintenant dans le jeu vidéo et tout, parce que j'aurais bien aimé avoir un peu plus de backup au moment où ça arrive, ça. Parce que moi, ma prédiction, c'est que du coup, vu qu'il y a toujours 3 ans de décalage, en fait, entre les choses qui se passent dans le monde du jeu vidéo et les choses que vous pouvez vous observer en tant que consommateur. C'est-à-dire que lorsque il y a eu le Covid, les conséquences du Covid, vous allez pouvoir les observer vous en tant que gens qui achètent des jeux vidéo 3 ans plus tard. Et donc en fait, cette énorme crise qu'on est en train de traverser, les jeux qui vont sortir, qui seront de fait probablement vraiment merdiques, ils vont sortir 3, 4, peut-être même encore 5 ans plus tard, parce que le fait d'avoir perdu aussi tout ce savoir-faire fait que les jeux pourront pas sortir aussi vite. Bref, on risque de se retrouver dans des situations dans lesquelles tous les AAA vont se péter la gueule et la qualité des AAA va devenir pas folle. Et du coup, moi, je voulais vraiment compter là-dessus pour commencer justement à sortir des jeux vidéo indépendants qui sont vraiment bien. Parce que du coup, quand tu profites d'une baisse de qualité chez les AAA, a priori, le marché indépendant remonte un peu. Il y a vraiment un truc où il y a une bonne vague chez les indépendants. Le problème, c'est que j'ai fait une grosse dépression. Et du coup, je pense que j'aurai jamais le temps de sortir les jeux que je voulais sortir au moment justement où il y aura ce gros pic dans le marché duquel moi je prédis du coup. Si ça se trouve, je me trompe, hein, et tant pis pour moi, enfin tant mieux quelque part. Je pense que je vais quand même continuer à galérer pendant quelques années par rapport à tout ça. Enfin bref. La même année, la société chinoise Tencent a investi dans près de 31 entreprises, faisant entre autres l'acquisition des développeurs Ah ouais, Tencent, ils sont terrifiants. Warframe, ou prenant des parts dans le capital du studio japonais From Software, ceux-là même qui vont torturer durant des heures sur Elden Ring ou Dark Souls. Ah, vous inquiétez pas, en plus, ils ont pas torturé que les joueurs, hein. Ils ont aussi torturé les développeurs, hein. Enfin, le taux de crunch pour créer Elden Ring, vous vous rendez pas compte, hein. Parce que oui, hein, le crunch, c'est à ça que ça mène, hein. Il y a des suicides dans l'industrie du jeu vidéo, hein. C'est quelque chose d'assez fréquent, hein. Avec au sommet l'acquisition par Microsoft, toujours eux, du groupe Activision Blizzard, acté en octobre 2023 pour la coquette somme de 68,7 milliards $. Ça reste quand même des chiffres qui sont assez hallucinants. Oui, c'est hallucinant. Et c'est évidemment... C'est scandaleux. C'est pas hallucinant, c'est scandaleux. Le mot que tu cherches, c'est scandaleux. C'est un scandale. Une entreprise qui n'a pas du tout besoin de se faire racheter, qui motive des tarifs posés sur la table qui dépassent absolument l'entendement pour tout le monde. En même temps, Activision Blizzard, c'est déjà un géant du jeu vidéo. On parle de Call of Duty, World of Warcraft, mais aussi King, qui est l'éditeur d'un jeu mobile très populaire, Candy Crush. Ah oui, et d'ailleurs, sur la grosse courbe que vous avez vue tout à l'heure, vous voyez genre le marché du jeu vidéo, à quel point ça a représenté plus d'argent que le marché de la musique et du cinéma.
Et bah sur cette énorme courbe, vous la coupez en deux et ça, vous faites 50-50 et le marché du mobile, c'est 50% de tout cet argent. C'est déjà plus d'argent que la totalité de l'industrie du cinéma et de la musique réunie, hein, les gens. Vous vous rendez compte? Le marché de la formation privée de jeux vidéo il est extrêmement lucratif, ce qui fait qu'il y a des nouvelles formations jeux vidéo qui s'ouvrent partout. En France, on a eu une centaine de formations jeux vidéo en à peine 5 ans. Donc il faut voir ce truc là en fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui arrivent dans le milieu du game dev, et c'est aussi des gens qui sont souvent un peu expérimentés, jeunes, en début de parcours. C'est moi. Plusieurs développeurs et plusieurs patrons de studio qui se doutaient en fait que ça allait pas durer, qui se disaient mais en fait ça embauche à tour de bras dans notre studio et en fait on va avoir des objectifs monstrueux qui vont être très difficiles à remplir en fait. Et on est comme, j'ai l'impression comme dans le reste du monde, sur une hallucination collective, hein, sur une espèce de pensée positive générale, merveilleuse, dans laquelle non, ce n'était pas juste la conséquence des gens qui étaient coincés chez eux, ce qui me semble pourtant être une explication très logique à la consommation de jeux vidéo. Genre vraiment, on a des tellement mauvais capitalistes, je vous jure quoi. Genre ils ont vraiment cru que la consommation de jeux vidéo allait se stabiliser au même niveau que pendant le Covid, après le Covid. Ça a été ça leur pari premier degré. Et la conséquence, c'est que les travailleurs se sont fait licencier. Oui mais je veux dire, à une époque, les droitards, c'était des capitalistes un peu conséquents quand même. Ils comprenaient un peu le marché, genre là j'ai même l'impression que genre ils sont en roue libre. 2022. Le Covid commence progressivement à être derrière nous. Les gens ressortent, les terrasses se remplissent et donc naturellement, on joue moins. Il y a eu une inquiétude, parce qu'on savait tous en fait en tant que game dev que le marché en fait il avait pas plus grossi que ça, que le marché il avait juste eu une espèce de hausse temporaire qui allait ensuite se lisser. Fast forward 2 ans plus tard, avec ces mêmes personnes qui disent il y a 2 ans on vous a filé 20 millions, il est où notre jeu? On investit, on capitalise, le terme est terrible, sur des profils qui n'ont pas les compétences métiers, et donc tu te retrouves avec des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans l'industrie du jeu vidéo, des personnes qui n'ont jamais tenu une manette en main, et qui viennent dire aux devs comment on fait un jeu. Le seul truc que je rejette complètement sur ce que l'industrie du jeu vidéo vit depuis 4 ans, c'est cette idée selon laquelle c'est le marché. Pour moi, c'est toujours l'affaire d'une décision stratégique, d'une mauvaise perception des tendances, d'une envie de se lancer dans des choses à corps perdu parce que... J'aime bien comment ils sont en mode ah bah c'est le marché. Mais c'est toi le marché. Bah oui mais c'est le marché, j'y peux rien. Mais c'est toi le marché. Mais non mais c'est pas ma faute, c'est les lois du marché. Mais putain c'est toi le marché. Il y a une déconnexion claire en haut dans les grandes entreprises. Et oui, parce que c'est bien beau de se rêver comme le futur GTA, mais la première chose que les nouveaux investisseurs n'avaient pas anticipé, c'est que développer un jeu vidéo, ça peut coûter cher. Très cher. Faire un jeu vidéo à gros budget, un triple A comme on les appelle, ça demande une armée. Mais pas une armée uniforme de soldats identiques. Un studio de jeux vidéo, c'est plusieurs dizaines de métiers différents. Forcément, quand il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de jeux vidéo. Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter un coup d'œil à Steam. Steam. All the games you love. Rappelez-vous qu'à une époque, pour se procurer un nouveau jeu, il fallait aller en magasin et acheter son petit CD et boire sa cartouche pour les plus vieux d'entre nous. Mais aujourd'hui, Steam a changé le game en devenant la plus grosse plateforme de jeux vidéo dématérialisée. Tout le monde peut mettre son jeu sur Steam et tout le monde peut y jouer sans bouger de chez soi. Du coup, sur l'année 2014, on comptait 1714 nouveaux jeux publiés sur la plateforme. Pour l'année 2020, quasiment 10 000, et en ce qui concerne 2023, c'est 14 405 titres qui ont débarqué sur Steam, auxquels il faut rajouter toutes les exclus consoles et mobiles. Est-ce qu'on a besoin d'autant de jeux? Est-ce qu'on a besoin d'autant de devs? Ce serait comme demander est-ce qu'on a besoin d'autant de musique, est-ce qu'on a besoin d'autant de peinture, est-ce qu'on a besoin d'autant de films? La réponse est oui. Est-ce qu'on a besoin d'autant de peintres qui repeignent la Joconde case par case, disons que Fortnite sera la Joconde ici, et ensuite espèrent que les gens vont arrêter de regarder la Joconde et regarder leur tableau à la place? Non. Elle est très bien sa métaphore. Elle est très bien. Ok, des dizaines de milliers de jeux, mais pour combien de joueurs? On estime que le nombre de joueurs et joueuses dans le monde est passé de 2 milliards en 2015 à environ 3,32 milliards en 2024. Mais attention, il y a une autre réalité derrière ces énormes chiffres. D'ailleurs, c'est souvent ce genre de gros chiffres qu'on présente à ces fameux investisseurs dont on vous parlait plus tôt. Des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans l'industrie du jeu vidéo. Parce que dans ces 3,32 milliards de gamers, autant on trouvera ceux qui enchaînent 3 heures de League of Legends tous les soirs, mais on retrouvera aussi le profil de ma mère, qui joue juste à Scrabble sur son téléphone 20 minutes par semaine. Et j'adore ma mère, mais ce n'est pas elle qui sauvera l'industrie du jeu vidéo. Parce que si les joueurs et joueuses jouent quand même beaucoup aux jeux vidéo, ils ne jouent pas à beaucoup de jeux vidéo. En 2023, une étude estime que 80% du temps de jeu mondial PC et console a été consacré à seulement 66 titres précis en tout. Oh 27% du jeu total mondial. Il est là l'argent, putain. Je me pose la question comme une conne, mais il est là, putain. Des jeux qui ont une grosse composante en ligne, des jeux services pour la plupart qui ont un flux de contenu constant, donc qui du coup ont une espèce de rétention sur les joueurs. Pourquoi en effet développer plein de jeux quand vous pouvez n'en faire qu'un seul et le faire évoluer avec le temps? C'est la stratégie utilisée par Epic Games, les créateurs de Fortnite. Et elle semble leur réussir. Voilà la recette. Des mises à jour abondantes, des licences célèbres en veux-tu en voilà, des nouveaux concepts toutes les 2 semaines et même des concerts de superstars. Il y a des pratiques qu'on pourrait catégoriser en fait de prédatrices sur l'engagement et la rétention des joueurs et des joueuses, ce qui fait que en fait on peut pas aller tester autre chose et on n'a pas le temps. Et c'est vrai qu'on n'a pas le temps. On va dire aux actionnaires, on va suivre ça à fond, on va y mettre tous nos moyens, mais ça va pas coûter trop cher. Donc où est-ce qu'on rabote? J'ai l'impression qu'on est un peu là pour parler de ça. Ah oui, en septembre 2023, le géant américain s'est débarrassé de 16% de ses employés, soit 830 personnes mises à la porte. Tim Sweeney, PDG d'Epic Games et accessoirement première fortune mondiale du jeu vidéo, expliquait dans une lettre que malheureusement son optimisme de croire qu'il pouvait éviter de virer des gens avait été trop irréaliste et qu'il fallait désormais couper net dans les dépenses. Mais bien sûr, c'est juste, vous êtes juste l'entreprise la plus rentable dans la culture au monde. Faut bien couper, hein, quoi. Enfin. En revanche, selon une enquête de l'Informé, cela n'aurait pas empêché Epic Games International, la filiale basée au Luxembourg, sûrement pour ses paysages, de verser $1 milliard de dividendes à sa maison mère américaine en 2023. Mais qu'importe la taille de votre entreprise, la puissance financière de votre maison mère ou le succès de vos jeux, la sanction peut tomber à tout moment. C'est vrai qu'on a l'impression qu'en fait l'industrie a aucun égard pour ses travailleurs, notamment en fait des travailleurs qui se sont mobilisés, qui ont travaillé dur et qui ont vraiment redoublé d'efforts pendant le Covid justement pour essayer au maximum de faire en sorte que l'industrie elle tienne. Il y a un adage qui te dit si tu fais un bon jeu t'es viré, si tu fais un jeu qui marche pas t'es viré, si ton jeu va sortir tu peux être viré, si ton jeu est annulé t'es viré aussi. Tango Gameworks, c'est un studio japonais qui a été racheté par Microsoft en 2020. Yep, c'est moi. Vous vous demandez sûrement comment je me suis retrouvé là. En janvier 2023, le studio balance par surprise le jeu Hi-Fi Rush, prenant tout
Énorme succès. Tout le monde de court. C'est parti. Au total, Énorme banger. le titre séduira plus de 3 millions de fans dans le monde et ira même chercher 5 nominations à nos fameux Game Awards 2023. Mais vous vous en doutez, il n'y a pas de happy ending. Un an et demi après la sortie de Hi-Fi Rush, Microsoft ferme Tango Gameworks sans prévenir personne. Le jour de l'annonce publique, les 105 employés auraient reçu un mail de la part du responsable des Xbox Game Studios qui leur explique que ces réductions d'effectifs sont dues à une redéfinition des priorités en matière de titres et de ressources. Ça m'a marqué parce que un jour après la fermeture du studio, t'as Matt Booty, donc le responsable jeu chez Xbox, qui tient un discours officiel pour expliquer que voilà, nous on va désormais se concentrer sur des petits jeux indés un peu originaux qui vont nous donner un certain succès d'estime et potentiellement des prix. Et c'est exactement ce qu'était Hi-Fi Rush pour eux. Et ce ne sont pas les seules victimes dans les effectifs de Microsoft. Au total, en 2024, le géant américain a licencié plus de 2500 personnes dans le monde, confirmant toutes les craintes des employés après les rachats massifs. Putain, alors qu'on aurait pu avoir plein de jeux comme Hi-Fi Rush, quoi, ça fait trop chier. Parce qu'en plus de ça, moi les gens, à la base, mon délire de développeuse, c'est de faire des hybrides rythmiques. C'est-à-dire que moi, le domaine que je préfère dans le développement de jeux vidéo, c'est de mélanger des genres déjà existants avec des jeux de rythme. C'est vraiment ce que je kiffe le plus. C'est ce que je veux faire. Et Hi-Fi Rush, c'était ça. Et le fait que ça ait eu du succès, moi j'étais vraiment en mode incroyable. On va avoir un studio qui va proposer plein de dingueries d'hybridation avec des jeux de rythme. Ce qui, moi, déjà, en fait, en tant que créatrice de jeux vidéo, ça m'intéresse parce que je vais pouvoir leur pomper plein de trucs. Moi, de mon point de vue, il y avait enfin y avoir un studio qui allait ouvrir la porte, créer une nouvelle niche dans laquelle plein de gens auraient voulu jouer à des jeux qui sont des hybrides rythmiques. Ils allaient aussi game designer plein de trucs très difficiles à game designer parce que plus c'était des gens hyper talentueux qui avaient déjà pas mal d'expérience. Moi, j'étais trop heureuse quand le truc est sorti parce que j'étais en mode ça va me faciliter la vie énormément. Et ensuite, ils ont été licenciés, je te regarde. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ? Genre, j'ai vraiment, mais premier degré, j'ai un seum. On a eu un exemple très fort durant l'été avec un jeu qui s'appelle Concorde, qui devait être effectivement le moment où... Ça, c'est vraiment genre... quand je me dis que l'industrie, elle est dégénérée, mais Concorde, c'est vraiment un exemple typique et parfait de ça, quoi. Sony PlayStation crée son jeu service, donc qui pourra effectivement vous faire rester longtemps. Et si on essayait de faire un concurrent à Fortnite ou à Overwatch en 2024, et si ça va marcher parce qu'on est qui ? Parce qu'on est nous. Pour un coût, accessoirement, s'il faut revenir aux trucs qui font mal, bon voilà, on parle d'un investissement de plus de 200 millions de dollars, ce qui est lunaire. Et 2 semaines après le lancement, ils ferment les serveurs. On ne se transforme pas en faiseur de jeux multijoueurs service à succès du jour au lendemain. On n'inflige pas ça à un studio non plus d'ailleurs. Ouais, imaginez quand même, genre ils ont développé l'équivalent de Overwatch et le jeu il a tenu 2 semaines. C'est-à-dire qu'il a été disponible, c'est-à-dire qu'il a été jouable que 2 semaines. Imaginez, vous avez développé ça. Je pense que tu dois... mais ça doit te foutre un... Genre, tu sais, t'as passé 3 ans de ta vie, 3 ans, à développer genre un équivalent blizzardesque de Overwatch. Et le jeu tient 2 semaines. Alors que t'avais fait un jeu service. Donc c'est-à-dire que pour toi, t'allais continuer à travailler dessus pendant encore des années et des années et des années. T'es censé avoir construit un univers et tout qui est conçu pour s'étendre. Et ça tient 2 semaines. C'est vraiment du gaspillage. Hein. Mais en plus, on pourrait presque avoir un discours écolo, hein, je pense, par rapport à ça. Parce que tout ça, ça coûte des ressources, même en métaux lourds et tout, en métaux rares, pour créer des cartes graphiques très puissantes. Enfin, tout ça, ça a un coût humain, ça a un coût écologique, c'est un coût de production qui est vraiment pas négligeable du tout, quoi. C'est vu que c'est un produit digital, on a l'impression que c'est un truc, voilà, ça flotte dans le... Mais non, en fait, hein, ça a un impact sur la planète, ça a un impact sur la vie des gens, enfin, c'est une folie, quoi. Le public a envie d'un deuxième Fortnite. Alors moi j'ai la réponse, il n'y a pas besoin d'être chercheur, la réponse est non. Et alors, d'autres exemples. Et puis en plus de ça, qui veut un deuxième Fortnite ? Pour fêter les 2 ans de la sortie du jeu Rollerdrome, la développeuse a carrément incité les gens à pirater le jeu. Et bah oui, comme le studio avait fermé l'année dernière, plus aucun développeur ne touche quoi que ce soit sur les ventes. Donc elle dit, piratez-le. Power move de baiser, hein. Moi je trouve qu'elle a trop raison. On vous le disait plus tôt, ce phénomène a touché tout le monde. En France, on évoque souvent un droit du travail plus protecteur. Mais cela n'a pas empêché des branches françaises, tout semblait aller pour le mieux, de procéder à ces mêmes dégraissages. Rencontrer Sacha, qui nous a raconté son licenciement. Ça faisait presque 3 ans que je travaillais dans cette boîte, c'était purement du marketing, donc côté éditeur. On avait l'impression que c'était tout le temps un âge d'or, que tout allait toujours bien, que les ventes étaient toujours au top. J'avais eu des super belles promotions, on m'a fait miroiter beaucoup d'avantages, beaucoup d'opportunités. Et je me suis réveillé un matin, il était 9h15, et à 9h40, je reçois un email. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Et bon, en gros, la suite, c'est pas besoin de se reconnecter demain, quoi. J'ai juste envoyé un message pour dire que je comprenais pas ce qui se passait. On m'a répondu pas besoin de te connecter au prochain meeting, le temps d'appeler les collègues, de savoir ce qui se passe, de comprendre. Et bien en fait, tous mes accès avaient été coupés. Personne n'est au courant. Au niveau de ma hiérarchie, personne ne savait que j'allais recevoir cet email. Quelques semaines après, je devais faire des gros projets, faire beaucoup de voyages. Et non, tout ça s'arrête d'un coup. Comme si en fait j'étais licencié pour faute grave, ce qui n'était absolument pas le cas. Mais on avait l'impression que j'avais la lettre, quoi. On n'a rien vu venir, rien du tout. C'était la surprise absolue. Il se torche le cul avec le droit du travail, hein, c'est une folie.
Derrière ces chiffres impressionnants, 830 chez Epic, 900 chez Embracer, 2500 chez Microsoft, on a parfois du mal à visualiser que ce sont des gens, et qu'à force d'être les victimes de ces décisions managériales ou financières, le moral aussi en prend un coup. Pour s'en rendre compte, en juin dernier, on a été faire un tour à Lille, au Game Camp, un événement annuel qui rassemble les professionnels français du jeu vidéo. Oh là là, dis donc, on y a été nous à ce truc-là déjà, 2 fois. Une première fois, on n'était pas du tout autorisé à rentrer dans l'event. Une deuxième fois, on était invité. Mais on y allait 2 fois à cet event avec Lou. En fait, pour la petite... En vrai, l'anecdote est un peu stylée. Mais en gros, à cette époque-là, on venait d'arriver à Lille. On était en train de faire notre stage de fin d'études en auto-entrepreneur, quoi, concrètement. C'est une façon de tricks, hein. C'était vraiment une façon de tricks. Parce qu'on voulait pas faire un stage de fin d'études dans une boîte d'ingénieur. On voulait vraiment faire des jeux vidéo. Du coup, on a dit, écoutez, on a qu'à faire un projet entrepreneurial. Et on nous a dit, ok. Et du coup, on est parti dans ce délire-là. Et en fait, quand on est arrivé dans le Nord, on était en mode... comment on se rapproche des acteurs de l'industrie du jeu vidéo? Comment on fait pour contacter des gens? On connaît personne. C'est compliqué. Moi, j'avais 2-3 contacts quand même à droite à gauche, mais sur le moment, ils étaient pas trop exploitables. Et on a vu qu'il y avait cet événement-là qui était en place. Et en fait, c'est un salon de professionnels du jeu vidéo. En gros, quand on est arrivé, ils nous ont demandé nos passes. On a dit qu'on était invités et qu'on nous avait pas donné de passes. On nous a dit que c'était bizarre et on nous a filé des passes. Et du coup on est rentré. Et puis on a rencontré des gens et on a rejoint l'espèce d'incubateur là bizarre pour faire des jeux vidéo. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre aventure dans ce milieu merveilleux et fantastique qu'est le développement de jeux vidéo, qui n'a vraiment eu aucun impact sur ma santé mentale ou celle de Lou. C'était pas vraiment la Paris Games Week ou les Game Awards, mais ici on y trouve les petites mains qui trouvent du travail dans les studios et les indépendants qui rencontrent leurs éditeurs pour leurs futurs jeux, enfin normalement. Bon. C'est nous! On va pas se mentir, l'ambiance cette année n'était pas au beau fixe. On a un Gamecamp un peu particulier cette année en termes d'état d'esprit, sachant que tout le monde est plus ou moins en crise, enfin le secteur du jeu vidéo est en crise, et les discussions qui se font en ce moment, elles tournent beaucoup autour de la santé mentale, autour de comment les gens se sentent. C'est vraiment comment genre ça va toi en ce moment et tout. Les créateurs, les développeurs, les artistes mettent leur trip, sacrifient beaucoup de choses pour créer du jeu vidéo, et à la fin on est traité comme un produit, comme un scooter, comme un vélo, et ça c'est très dur humainement parlant, c'est extrêmement difficile. Ouais. En vrai, les gens qui sont là, c'est vraiment des amours, hein, pour le coup. Enfin, nous, on a vraiment été dans cette sociologie-là, du coup, pendant un temps. Après, c'était compliqué, parce qu'en vérité, la situation dans laquelle on était assez particulière. Parce que du coup, ça, c'est la plupart des gens qui étaient dans ce truc-là, dans ce milieu-là, c'était des gens qui habitaient à Lille, qui généralement vivaient encore d'un chômage, d'un emploi qu'ils avaient eu avant dans le jeu vidéo, et ils se lançaient en indépendant, du coup, ils vivaient sur leur chômage. Nous, on n'avait même pas le RSA, ce qui faisait que c'était compliqué de vivre, parce qu'on était techniquement parlant encore étudiante. Et en plus, on ne vivait pas à Lille, on vivait à la campagne, dans une espèce de squat, où en fait, on s'était mis d'accord avec un mec qui avait une maison, et on pouvait squatter sa baraque, à condition de l'entretenir, quoi, concrètement. Et ça faisait que nous, on devait se taper 1 heure de voiture si on voulait aller à ce genre d'event. Donc en fait, on était là, mais on n'était pas vraiment là. On était quand même des espèces d'outcasts de ce milieu-là. Et ouais, et du coup, il y avait toujours cette ambiance un peu bizarre, où en fait... on était à l'intérieur du truc, mais on n'y était pas complètement. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a même jamais pu finir notre formation au sein de la structure du coup dans laquelle on était à l'époque, parce que ils nous ont virés 3 mois avant la fin, sans vraiment nous expliquer pourquoi. Enfin, disons que leur explication, ça a été que à la base, ils auraient jamais dû nous prendre. Bref, je suis toujours un peu salé, hein, je vais pas vous mentir, mais bon, c'est la vie. Faire des jeux quoi, donc je suis passé par des années au RSA où c'était quand même assez compliqué, donc heureusement qu'on a ça en France quoi, mais... Nous on n'avait pas le RSA, hein. On devait faire 1 heure de route à chaque fois qu'on voulait participer au moindre truc, enfin 2 à 3 heures de route en fait, parce que l'aller et le retour, et souvent sur le retour, on revenait de Lille et c'était les bouchons. Et en fait, du coup on vivait dans l'espèce de campagne un peu périurbaine, etc. Du coup, c'était vraiment, vraiment difficile en vrai, mentalement, par rapport à plein de trucs. Moi, ça me rappelait. Moi, j'avais plein de PTSD par rapport à l'époque où j'ai grandi là-bas en plus, parce que du coup, on est retourné vivre dans le village où je me suis fait harceler quand j'étais gamine. Et donc, du coup, nous, on est dans cette structure où c'est déjà un peu le seul truc où on arrive à peu près à nous sentir légitimes, si vous voulez. C'est le seul truc qui nous rassure sur le fait qu'on n'est pas complètement en train de faire de la merde. Parce que, genre, on a quitté notre école d'ingénieur, on n'a pas du tout été faire des trucs d'ingénieur, on a commencé à faire des trucs de jeux vidéo. Évidemment, nos parents, ils étaient un peu en mode genre, qu'est-ce que vous branlez, vous allez gâcher votre avis, enfin bref. Et nous, on se retrouve dans ce truc-là où c'est un peu notre seul truc qui nous rassure. Et là, ils nous virent. Et genre, du coup, on a plus ça.
on était déjà isolés parce qu'on vivait à la campagne dans un espèce de squat bizarre avec des fachos et tout dans la ville en plus qui nous mettaient des coups de pression des fois et tout. On avait plus de taf et plus de perspective de taf parce que du coup on s'était fait virer de cette structure là. On venait de nous virer donc en plus nous on était convaincus d'avoir fait du mauvais travail quoi. Enfin on se disait qu'on n'était pas comment dire, qu'on n'était pas assez bonne en fait pour continuer à travailler là-dedans quoi. Et ça faisait 2 ans. Ça faisait 2 ans qu'on habitait dans cette baraque. Ça faisait plus de 2 ans qu'on bossait dans le jeu vidéo. On y a consacré quasi 3 ans de notre vie. 3 ans de notre vie où on était jeunes. Hein. Genre, moi, l'année de mes 25 ans, c'était ça. Hein. J'ai vécu, genre, dans une maison à Billy-Berclos, dans la campagne du Nord-Pas-de-Calais, moyenne d'âge 60 ans. Enfin, même pas en vrai, parce qu'il y a, enfin, je sais pas, il y a plein de familles et tout, mais en tout cas, il y a pas de gens de notre âge. Toute l'année entière de mes 25 ans, moi, je suis pas sorti une seule fois. J'ai pas fait un seul samedi soir ou rien. Et pour me consacrer exclusivement, tu vois, à ça. Et on nous vire en nous disant qu'on n'est pas assez bonne, quoi, qu'on n'est pas assez fort et qu'ils auraient pas dû nous embaucher dès le départ. C'était pas un très bon moment, je vais pas vous mentir. C'était vraiment pas un bon moment. Du coup, on a déménagé. Maintenant, on habite à Grenoble. Voilà. Et moi, j'ai fait une tentative de suicide. Par rapport à d'autres pays qui est assez enviable, la création du jeu vidéo en France est assez privilégiée. À cela s'ajoute tout un tas de controverses qui structurent l'industrie du jeu vidéo sur le sexisme, le harcèlement, toutes les controverses sur les contenus et... Oh, ça c'est une dinguerie aussi, putain, genre nous on en a pas vécu directement parce qu'on n'a jamais bossé dans un studio de jeux vidéo à proprement parler, mais putain, on a eu des retours de gens qui ont bossé dans des boîtes, plutôt grosses boîtes, hein, je sais pas, des grosses boîtes de jeux vidéo du côté de Tourcoing, qui développent des MMORPG par exemple, dans lequel on a entendu des folies, hein, des trucs qui étaient arrivés là-bas, qui étaient quand même... Vraiment un secret de polichinelle, hein, je révèle aucune information réellement. J'avais mon travail, j'aimais ce que je faisais, et bon, ça faisait presque 2 ans que j'avais pas touché un anxiolytique, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à en reprendre. C'était au final des symptômes très classiques après un licenciement, mais des insomnies, plus d'appétit, voilà, ce genre de choses. Quand je vois que ces postes-là, donc vraiment des gens qui ont les mains dans le cambouis littéralement, se font licencier pendant que d'autres s'en mettent plein les poches, moi ça me rend malade. Et parce qu'il y a une vraie violence où on te fait comprendre que t'es une merde, genre que tu travailles pas assez bien, que tu mérites pas, enfin genre... C'est super violent, hein. Genre il y a vraiment un truc qui peut te détruire complètement ton ego, hein. Parce qu'en fait ça te demande, c'est un métier genre créateur de jeux vidéo qui te demande un investissement tellement complet et tellement genre total de toi. Tu sacrifies littéralement ta vie sociale, tu sacrifies tes plaisirs, tu sacrifies genre tout, tu fais que ça, il te reste que ça en fait. T'es aliéné. Genre, on peut vraiment parler d'aliénation, tu vois. T'es vraiment aliéné par ton travail. Il te reste que ça. Tu te définis plus que par ça. Et on te dit que t'es qu'une merde et on te licencie. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il y a un connard qui a cru que les gens, à la fin du Covid, ils allaient continuer à autant jouer aux jeux vidéo. La vraie raison, c'est ça. Et si les géants peinent à satisfaire leurs actionnaires, du côté des nombreux studios indépendants, l'avenir est encore plus sombre. Le milieu indépendant, il est important dans l'industrie parce qu'en fait, il donne un point de vue. L'indé, c'est là où se créent des tendances, c'est là où s'affirment certains genres ou certaines mécaniques qui ne peuvent pas s'affirmer sur des plus gros projets. Il y a beaucoup de mal-être actuellement chez les développeurs, développeuses de jeux vidéo indépendants, des petites équipes, etc., qui se font retirer des financements. Ah ouais, puis nous, c'est pareil, hein. On a fait genre 6, 7 demandes de financement, il y en a aucune... Enfin, du coup, il y en a genre 5 qui ont été refusées et il y en a 2 où en fait, la bourse a été supprimée. Genre on a fait la demande, on a préparé la demande et au moment où on a fait la demande on nous a dit mais en fait il n'y a plus d'argent. On ne donne plus d'argent, débrouillez-vous. Et du coup on a vraiment touché 0 € en plus de 2 ans pendant qu'on essayait de développer notre projet, je ne faisais rien, aucune aide. Etc. Et désolé, vous faites partie des 2 ou 3 développements de jeux auxquels on va retirer son financement. Ça c'est de l'incertitude complète tout le temps pour les gens dans les studios qui sont vachement plus au contact très souvent de la situation financière de leur studio. En parlant d'incertitude, en ce moment en France, il y a un sujet incontournable, Ubisoft. L'éditeur breton détient des marques puissantes comme Far Cry, Les Lapins Crétins ou Assassin's Creed. À la fin des années 2010, Ubisoft apparaît comme le fleuron de l'industrie vidéoludique française. Mais ces dernières années, l'éditeur a amorcé une chute qui semble sans fin. Le géant français a en effet vécu une série noire. Bon, déjà, ils ont légèrement forcé sur les NFT, avec leur plateforme Quartz, une énième innovation gaming massivement rejetée par les joueurs. L'image de l'éditeur s'effrite d'autant plus lorsque s'ouvre une enquête pour harcèlement moral et sexuel sur 3 de ses cadres. Côté jeux vidéo, les échecs s'enchaînent aussi. Le coûteux Avatar Frontiers of Pandora n'a c'est le harcèlement sur les cadres. Imaginez les travailleurs précaires. Pas rencontré le succès escompté. Le projet X Defiant ne s'est pas imposé comme un renouveau du genre. Et enfin, Skull and Bones, un jeu qui a mis 10 ans à être développé, passant Skull and Bones, c'est vraiment la plus grosse vanne qu'on a eu dans l'industrie quand même, genre vraiment. En même temps, genre le jeu a été, le projet a été lancé à la suite d'Assassin's Creed 4. Et ils ont mis 10 ans à le faire. Et à la fin, le jeu il est moins bien qu'Assassin's Creed 4. Genre quand Skull and Bones est sorti, il y a plein de gens qui ont acheté Assassin's Creed 4.
L'attrition naturelle, ça signifie laisser les gens partir d'eux-mêmes, mais ne pas les remplacer. Donc, pas de licenciement à proprement parler. Ouais, pour économiser 200 millions d'euros de coûts, l'entreprise compte procéder à des restructurations ciblées ainsi qu'à la cession de certains actifs non essentiels. Et oui, vous avez bien deviné, des licenciements. En Corée, aux États-Unis ou encore au Canada. Comme nous le raconte un ancien employé de Ubisoft Toronto. On reçoit une invitation à une réunion moins d'1 heure avant qu'elle commence. Je vois plusieurs participants de cette réunion dire au revoir et leurs comptes sont désactivés. Le directeur du studio commence la deuxième réunion et nous dit: alors que Ubisoft Toronto commence sa croissance, nous recrutons actuellement de nouveaux employés afin de combler les lacunes de compétences du studio. Cela étant dit, vous n'avez dès à présent plus de poste chez Ubisoft Toronto. Pendant quelques minutes, on nous a expliqué quand est-ce qu'on allait recevoir des mails concernant le processus et que nous allions bénéficier d'indemnités de licenciement généreuses, et ça s'est arrêté là. Aucune question n'a pu être posée, aucun autre commentaire n'a été fait. La réunion s'est simplement terminée et nos comptes ont été désactivés presque immédiatement. Personne n'était au courant que cela arriverait, pas même les chefs de projet. C'est d'une violence. Genre, littéralement, genre, y a des gens, ils voulaient avoir des enfants, et ils peuvent plus en avoir. Putain, les chefs de projet doivent péter un câble. Tu dis ça parce que t'es chef de projet, mais Mel, c'est pas plus grave pour les chefs de projet que pour les autres personnes en fait. C'est grave pour tout le monde. Par exemple, des studios comme Ubisoft vont énormément espérer mettre tous leurs œufs dans le même panier quasiment, et espérer tellement d'un Star Wars Outlaws et tellement espérer d'un Assassin's Creed Shadows qu'ils peuvent plus se permettre de droit à l'erreur. C'est une formule qui s'est un petit peu essoufflée avec le temps, et j'entends par là la formule monde ouvert, objectif qui clignote de partout, et ça c'est dommage parce que ça leur fait perdre le goût du risque quoi. Une perte du goût du risque et des échecs qui pourraient faire perdre le contrôle de l'entreprise à ses créateurs. Alors que plusieurs syndicats ont appelé à une grève des employés en octobre pour lutter contre le retour forcé en présentiel et la dégradation des conditions de travail à Ubisoft. Ubisoft, on a le sentiment que c'est quand même marrant, hein. Y a un côté un peu ironique, hein, comment leur move un peu de FDP, y compris dans le game design, pour prendre le moins de risques possible, et du coup aussi demander en fait, parce que quelque part, tu demandes aussi aux gens de faire tout le temps la même chose, tu vois. Genre c'est aussi un peu fatigant de tout le temps développer les mêmes systèmes de jeu, de tout le temps refaire encore et encore et encore la même chose. Et tout ça pour essayer de stabiliser une rentrée d'argent. Je trouve ça un peu marrant que c'est ce qui va causer leur perte et qui font que les joueurs veulent plus jouer à leur jeu, quoi, au final. Alors qu'à la base, ils voulaient justement faire ça pour essayer de maximiser leurs revenus, et c'est ce qui va vraiment causer leur perte. Cristallise beaucoup des problèmes qu'on rencontre chez les autres. On a les hésitations créatives, des choses où on se dit voilà, bah, c'est ça qui marche, donc c'est ça qu'on va continuer de faire, au détriment de l'innovation, au détriment de l'expérimentation, et donc de pas pouvoir faire de la qualité. Et évidemment, on est dans la tourmente des licenciements, puisqu'on est le plus gros employeur du jeu vidéo individuel, hein, on a 19 000 employés à peu près au dernier comptage. Au studio de Paris, par exemple, on a eu tout le pôle relations sociales qui du jour au lendemain est mis à pied, alors que de notre côté, on est en conflit social, qu'on a des négociations à mener. Un des problèmes fondamentaux de l'industrie du jeu vidéo, c'est qu'on perd des gens tout le temps. On perd des gens parce qu'on les paye pas assez, on perd des gens parce qu'on les use, parce qu'on les met en burn-out. Là-dedans, il y en a un certain nombre qui se disent c'est la dernière, j'arrête. En fait, quand on voit 20 000 licenciements en 2 ans, on se dit en fait cette industrie, elle veut pas de moi. C'est une industrie qui est extrêmement riche, qui continue de faire des profits monstrueux. Il y a aucune raison qu'on perde autant de gens si régulièrement. Ouais, moi je sais pas si je vais continuer. Hein. Je suis dans une phase de ma vie là où je me pose sincèrement la question. Mais j'ai trop envie, enfin j'ai trop d'idées, mais j'aimerais bien moi continuer les gens à faire des jeux vidéo. Genre vraiment j'ai des idées de malade. Hein. Je sais pas si j'ai encore la force en fait. Genre je sais pas. 31 700. Oh, désolé, je doum un peu fort là. C'est le nombre estimé de licenciements dans l'industrie du jeu vidéo depuis 2022. Ces 3 dernières années, un employé du jeu vidéo sur 10 a perdu son emploi dans le monde. Devant une telle hécatombe, même les gardiens du temple ont fini par admettre qu'il y avait peut-être un problème. L'occasion de retrouver ce cher Jeff Keighley. Non, le pire c'est que j'ai aucune désillusion. Moi je savais que ça allait être horrible, hein. J'étais très bien informé sur ça. J'avais bien révisé mon Usul, hein. Il m'a ouvert les portes au questionnement autour du crunch. J'étais parfaitement consciente de ce dans quoi je mettais les pieds. Le fait est que je l'ai fait en même temps que j'ai commencé ma transition, tu vois. Ce qui est déjà un move où tu gères 2 trucs déjà très difficiles en même temps dans ta vie. Et je pensais que j'étais plus solide que ça. Je pensais que j'étais plus... Je pensais que j'en serais capable. Et je me pose de plus en plus la question, en fait, autour de tout ça. Il s'est exprimé publiquement sur le sujet, en ouverture de la conférence Summer Game Fest 2024, en essayant tout de même de voir le verre à moitié plein. But let's also face it, this has been a tumultuous and difficult year with company layoffs and studio closures, which have disappointed all of us. But there's also something else happening. Our industry is evolving and changing. And thanks to digital distribution, smaller teams and new creators are finding incredible success. It's a reminder to big companies that they have to treat their developers right, because today there are many... Vous êtes conscient que les gens là qui font ces jeux vidéo, que vous dites qu'ils sont trop bien, c'est les gens que vous avez virés quand même. ...paths to sustainability and success. And that's what makes this industry so great. Bien traiter ses employés, ou peut-être tout simplement s'en passer. En quête de toujours plus de profit, les exécutifs cherchent de nouvelles solutions, et ont peut-être trouvé le Graal avec l'intelligence artificielle générative pour créer des jeux plus rapidement. Écoutons par exemple Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts, en parler lors d'une conférence en mars dernier. Efficiency, expansion, and transformation. About 60% of all of our development processes have high feasibility to be positively impacted by generative AI. 60% du processus positivement impacté par l'IA, ça veut dire qu'on va pouvoir virer la moitié des gens. Hein. De développement impacté par l'IA. Et celui qui nous dit, c'est le patron de l'un des plus gros distributeurs de jeux au monde, derrière des licences comme FIFA, les Sims ou encore Apex Legends. Et vraiment, les gens, ne croyez pas qu'il y a que les gros studios qui vont vouloir faire des économies. Les gens qui sont les plus en galère de thunes dans le milieu, c'est les indépendants. Hein. Je veux dire, s'il y a des technologies accessibles d'IA qui permettent de faire des économies et
et d'embaucher moins de personnes, les petits studios, les studios indépendants, on va être les premiers à vouloir s'en servir en fait. Parce qu'on n'a pas vraiment le choix, tu vois. Genre, on est vraiment ceux qui sont le moins en position de faire de la charité. Mais la vérité, c'est que comme on est les seuls à avoir une race, on refuse tous de le faire. Pendant que dans les gros studios, ils attendent que ça. Genre vraiment, ils attendent que ça. Alors que c'est nous qui en avons plus besoin, tu vois. C'est nous qui devrions avoir une forme de pouvoir se dire, ah bah on peut en profiter de ça. Mais non. Ça va encore faire virer des gens dans les... Enfin bref, c'est horrible. Cette déclaration du PDG a été faite littéralement une semaine après le licenciement de 600 personnes d'Electronic Arts. 5% de oh mais quel fils de pute. Salarial. Une situation qui n'empêche pas notre cher Andrew de toucher 25 millions de dollars personnellement sur cette même année fiscale. Sur le papier, l'IA pourrait être un formidable outil permettant d'accélérer certains processus de codage, de programmation, qui peuvent être parfois répétitifs et fastidieux. En tant que game developer, en fait, on se dit, mais dans quel monde vivent ces gens? Oui, et puis d'ailleurs, c'est vrai que... Enfin... Je pense qu'il va vraiment falloir encore une paire d'années pour que les technologies d'IA, elles soient efficaces et suffisamment rodées pour qu'il puisse commencer à y avoir un début d'impact en vrai, genre même pour du concept art hein, ou des trucs du genre. Je suis désolé, il vous faut un concept artiste en fait. Vous pouvez pas travailler qu'avec des IA par exemple. C'est pas possible aujourd'hui. Tu peux pas conceptualiser ton jeu, genre tu peux pas conceptualiser les assets de ton jeu si t'as pas un concept artiste. Même si tu bordes très fort les IA, ça ne marchera pas. Ils sont en train de trop abîmer leur machine de production. Ils se rendent pas compte que s'ils continuent comme ça, ils seront plus capables de produire des AAA en fait. Et du coup, ils sortiront des airdats de AAA qui vont décevoir tout le monde et il risque d'y avoir une vraie crise de modèle en fait. Enfin, moi, je pense que ça peut arriver quoi. Je veux dire, une fois qu'il restera plus aucun dev, ça va forcément se péter la gueule, je veux dire. Genre, c'est vrai que je l'ai pas défini ça, mais dev, c'est très large. C'est-à-dire que pour moi, un concept artiste, c'est un dev techniquement, tu vois. Genre, il est sur le développement du jeu. Ça touche aussi tous les métiers artistiques. Pour moi, dev, c'est très large. Quand on fait de la production d'assets pour du jeu vidéo, notamment en tant qu'artiste, on répond à des contraintes précises, que ce soit des contraintes de taille, de résolution, de style de couleur. On a besoin d'itérer en fait et de faire plusieurs versions de la même chose. L'IA, elle permet pas de faire ça. Il y a aucune consistance dans l'IA. Tous les petits pourront s'unir et faire des petits studios indés et baiser le game. Mais en fait, alors... Ça n'existe plus vraiment l'indépendance en vérité dans le jeu vidéo aujourd'hui. On pourra en reparler plus en profondeur. Peut-être qu'un jour il faudra que je vous trouve un react précis à faire sur précisément le monde des indépendants. On en avait déjà pas mal parlé quand on avait react à la vidéo sur Céleste d'Arcade. Soyez pas trop optimiste, je veux dire. Genre il faut toujours avoir une vidéo réaliste de ce qui se passe si tu veux ne pas te faire baiser en fait. Oui. Mais par exemple Super Giant Games qui font les Hades, bah eux c'est pas vraiment des indés. Hein. Ishtar Games, c'est des gens dans le Nord qui font des jeux indépendants. Techniquement parlant, c'est aussi des éditeurs indépendants. Vous vous rendez compte de l'oxymore. Vous voyez le contresens quand même, j'espère. Donc en fait, non, les frontières sont beaucoup plus floues aujourd'hui dans les différents acteurs du jeu vidéo et l'indépendance n'existe plus vraiment. Et l'IA générative fait globalement peur aux développeurs, comme le montre un sondage auprès de la Game Development Conference qui regroupe plus de 3000 professionnels du métier. 84% d'entre eux sont inquiets sur la question, soulevant par exemple la problématique de diminution des effectifs en remplaçant les gens. Moi je suis dev indépendante, ouais. Enfin, j'ai toujours du mal, j'ai toujours un truc de légitimité où je me sens pas légitime, parce que en vrai j'ai développé que des prototypes, j'ai jamais sorti un jeu qui s'est vendu. Le premier produit que je vais sortir... officiellement, et en fait, en plus je le sors gratuitement, c'est le truc que je sors le mois prochain ou à la fin de ce mois-ci. Sinon, avant ça, genre, j'ai jamais même pu travailler dans un studio de jeux vidéo, parce que j'étais toujours dans une espèce de semi-truc où j'étais en train de me former, / j'étais en train de développer un prototype pour essayer de le présenter à des éditeurs, pour essayer de le faire financer, justement. Et où en fait, du coup, j'ai du mal à me qualifier de dev, mais la vérité, c'est que, bah, je développe. Là, je suis sur 2 projets en ce moment, c'est des projets de jeux vidéo, faut que j'arrête avec ça. Il a présenté en septembre dernier à ses investisseurs un outil alimenté par l'intelligence artificielle pour créer son jeu juste en tapant dans une barre de recherche ce qu'on veut voir dedans. Alright, who are we gonna play as? Make 2 characters with weapons. Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est le futur du jeu vidéo? Est-ce que c'est ce qu'on a vraiment envie d'avoir? Des jeux qui sont générés par des systèmes qui ont mangé suffisamment de jeux pour espérer pouvoir en refaire d'autres? Est-ce qu'on pense avoir un peu un truc original un jour avec un système comme ça? Ou est-ce qu'on faudrait peut-être continuer à faire un peu confiance à l'humain, quitte à ce que ça coûte un peu plus cher? Mais je trouve ça ouf, genre, c'est déjà l'industrie culturelle la plus rentable de très loin. Vous voulez pas, on se concentre sur faire des meilleurs jeux? On a déjà gagné. Ça me fatigue, vraiment, genre, ils veulent maximiser leur profit, no shit. Mais c'est pour ça qu'il faut mettre fin au capitalisme, en fait, j'en peux plus, moi. On a le même problème dans le cinéma d'animation. Oui, je suis d'accord, mais dans le cinéma d'animation, il y a beaucoup moins d'argent. C'est là que tu te rends compte que la réussite du profit, ça change rien en fait. Ça change rien. Une industrie, elle marche ou qu'elle ne marche pas, sous le capitalisme, les travailleurs prennent trop cher. Même dans une industrie qui, pourtant, sur le plan
capitaliste déborde de fric. Tu vois, genre vraiment, ça marche très très bien. C'est quasiment de la génération d'argent gratuite. Genre, c'est vraiment une folie furieuse. Et même quand c'est dans ces conditions-là, il nous baise. Nous, au CEL, on suit de très très près l'IA, le combat premier du CEL. C'est comment les droits d'auteur seraient protégés de tel et tel éditeur. Donc nous, on revendique par exemple, pour être super concret, qu'un jeu, il faut qu'il y ait des marqueurs qui permettent de suivre comment il a été fabriqué, quelle dose d'IA il y a. Voilà. Faudra un label bio. Moi, je trouve que sa solution, c'est de la merde, hein, parce que les labels bio, c'est de la merde. Hein. Mettre un label, le jeu n'a pas été fabriqué sous IA. C'est pas comme ça que tu résous le problème. Hein. Je suis désolé, c'est pas une vraie solution politique, ça. Oui, non seulement ça va rien changer aux conditions de travail, mais surtout, tout le monde va s'en foutre. Les mesures incitatives, ça marche pas, genre allô. Et ont refusé d'utiliser l'intelligence artificielle générative. La plus connue s'avère être Nintendo. Et il y a aussi les Belges de Larian Studios. Ceux-là même qui ont gagné le titre du meilleur jeu de l'année 2023 avec Baldur's Gate 3. Ils sont connus pour leur méthode de travail responsable, qui gardent leurs effectifs au fur et à mesure, développent sur le long terme avec des accès anticipés pour bien prendre en compte les meilleurs retours des joueurs, et paient les heures supplémentaires en cas de période de crunch ou surtravail, ce qui n'est pas toujours acquis dans l'industrie. Vous vous rendez compte, hein, juste payer les heures supplémentaires, c'est quelque chose de hyper rare et où les gens sont en mode waouh, ils sont tellement progressistes, ils payent les heures supplémentaires, vous vous rendez compte? À quel point ils nous traitent bien, alors qu'en fait ils vous traitent à peu près normalement. Bon, récapitulons. On a une industrie culturelle et tech qui vaut plusieurs milliards de dollars. Des investisseurs, parfois déconnectés, qui n'ont pas compris qu'un jeu vidéo ça prend du temps à se faire. Des joueurs et joueuses, certes nombreux, mais qui se concentrent sur quelques titres, tandis que les grands éditeurs tentent de ressusciter ces mêmes coups d'éclat, mais sans les créateurs qui en sont à l'origine. Car ces derniers sont peut-être partis, dégoûtés d'une industrie du jeu vidéo qui ne fait rien pour les garder. On a une industrie culturelle dans laquelle il reste encore des gens passionnés, mais qu'on cherche à remplacer. Des créateurs passionnants qui savent encore nous émouvoir, mais pour qui peu de gens s'émeuvent. Alors on a demandé à ses employés, ses petits patrons, ses plus gros patrons, ses experts et bien sûr ses ex-employés, c'est quoi la suite pour le jeu vidéo? Enfin, et voilà, l'avenir semble s'éclaircir un petit peu. Vous savez, au début des années 2000, je vais pas faire le dinosaure, mais l'industrie du jeu vidéo, notamment en France, elle était donnée pour morte. En fait, il faut se souvenir, elle était donnée pour morte. Le côté cyclique, je comprends qu'on puisse penser que ça va être forcément là, c'est un creux et que du coup ça va repartir parce que ça a toujours été comme ça. Sauf qu'on n'a jamais eu un creux comme ça, jamais. Et on n'a jamais été dans un contexte où des machines pouvaient générer la moitié du contenu de ton projet en termes d'assets. Et c'est ce contexte inédit, à mon avis, qui va nous faire du mal. Moi, je pense qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Les seniors qu'on a perdus, on les a perdus à jamais. Et on peut imaginer que très loin au bout du tunnel, le jeu vidéo se porte mieux. Le jeu vidéo, c'est un objet culturel, c'est une forme d'art. L'art n'a pas besoin du capitalisme pour vivre. Il n'a pas besoin d'un chiffre d'affaires. Il faut se souvenir que par exemple, le box-office du cinéma l'année dernière a été dominé par le film Mario Bros. C'est une vision très capitalistique, j'en ai conscience que j'offre. Mais en fait, la réalité, à la fois, les deux feux qu'on regarde, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des jeux de fous qui sortent? Oui. Est-ce qu'en face, il y a des communautés qui maigrissent ou qui grandissent de fans en face? Non, ça augmente. Donc les sous-jacents de toute industrie, tout le monde rêverait d'avoir ça. En fait, tu t'aperçois que derrière, peut-être un monolithe qui a l'air de se fracturer, il y a une infinité de créativité absolument remarquable et fabuleuse. Il faut des talents, les garder, bien payer les gens. Il faut convaincre que toute la filière s'aligne pour faire grandir les boîtes. On a trop eu comme objectif la diversité des jeux et pas assez la taille des boîtes. Je pense qu'il faut faire grandir des géants. Quoi? Faut faire grandir des gens, faut solidifier ce qui est déjà. Faut payer les gens correctement. Et pour moi, le mec, c'est genre... En fait, pour moi, le gars qui parlait juste avant, c'était un bandeur de l'époque, justement, pré-crise des AAA. Il voudrait revenir au même modèle. Moi, je suis vraiment davantage pour une évolution du modèle où il reste, certes, quelques AAA. Et après, moi, je suis plutôt pour que, au lieu que tout le monde passe son temps à se battre pour essayer de faire des AAA, que l'industrie se réduise un peu, que ces studios-là restent dans le double A où ils savent faire des trucs très très bien, et que ensuite pareil, les studios indépendants restent des studios indépendants, et que les conditions de travail soient respectées. Moi je suis surtout pour que les conditions de travail soient respectées. Tous les problèmes qu'ils évoquent depuis le début, c'est que les conditions de travail sont pas respectées, et que les travailleurs en règle générale sont pas respectés. Et en plus de ça, les geeks un peu, ils ont tendance à critiquer les devs, à pas se rendre compte justement, genre, c'est parce que les geeks un peu lambda, qui se rendent pas compte, quand ils ont un jeu de merde entre les mains et que le jeu est pas bien et qu'il est buggé, ils insultent les devs. C'est pas leur faute, hein. C'est pas parce qu'ils ont pas travaillé assez fort et assez dur, hein, je vous assure. Genre, c'est vraiment pas ça le problème. Genre, c'est vraiment pas ça le problème. Ça, je vous assure qu'ils ont travaillé très très fort. Enfin bon, bref, sa solution de con. Non, je suis désolé. Recréer l'exact même marché que celui qui est en train de dégénérer, c'est pas la solution à la crise qu'on est en train de traverser. Ok, au bout d'un moment, stop. Ouais, ils sont un peu trop optimistes, hein, les gens.